Merci à tous. Je suis obligée de lire, donc peut-être je vais m'asseoir la plupart du temps et à la fin, je vais me mettre des vues. Donc, la communication que je vais vous présenter est très différente de celle qu'on vient d'entendre. Elle est basée sur des données ethnographiques que j'ai récemment recueillies sur les pratiques néo-païennes qui sont conduites sur les paysages mégalithiques de Wéris. L'approche ethnographique que j'ai appliquée est centrée sur les comportements et les points de vue des personnes qui participent aux pratiques. Au cours des derniers 20 ans, Wéris est devenu l'un des espaces les plus importants pour les Belges qui cherchent à établir une relation de type corporel ou spirituel avec la nature. Les pratiquants rencontrés ont été principalement des nationaux âgés de 40 à 70 ans qui vivent dans des zones urbaines. J'ai rarement trouvé des personnes qui habitent à Wéris. Au cours de mon travail de terrain, qui s'étend de 2022 jusqu'à fin 2023, j'ai recueilli des données au moyen d'entretiens semi-dirigés et dirigés, ainsi que par l'observation participante, c'est-à-dire j'ai participé, comme d'autres, à des cérémonies saisonnières. Mon intérêt pour les pratiques spirituelles concernant les sites archéologiques comme Wéris a débuté il y a 20 ans, loin de la Belgique. Mes premiers contacts avec ces phénomènes ont eu lieu en Amérique latine, plus précisément au Mexique, où j'ai mené des études de licence en archéologie à l'École nationale d'anthropologie. Lors des fouilles archéologiques auxquelles j'ai participé dans les centres et les sud du Mexique, j'étais confrontée régulièrement à des problématiques de gestion des monuments, notamment à cause des dégradations effectuées dans des pyramides par des personnes issues des centres urbains qui menaient leurs cérémonies des solstices d'été dans les pyramides. Donc, j'ai réalisé des études en anthropologie à Paris, des études de doctorat en anthropologie, pour comprendre comment ce genre de pratiques est-il en train de changer et de remodeler radicalement la manière comme les sociétés occidentales interagissent et interprètent les sites archéologiques. Pour ma thèse, j'ai analysé des pratiques spirituelles désignées comme celtiques par les pratiquants, qui sont mises en œuvre sur les sites mégalithiques de Karnak en Bretagne. Et à l'issue de mon doctorat, j'ai eu l'opportunité de continuer mes recherches sur les usages alternatifs accordés aux mégalithes en Belgique et plus récemment en Écosse. Donc cet exposé est ancré dans une anthropologie des pratiques rituelles. Elle présentera les phénomènes observés à Wéris comme un des nombreux exemples qu'on peut observer des processus de sacralisation d'espaces anciens qui ont lieu depuis 50 ans dans le monde occidental. Le cas de Wéris s'inscrit également dans la consolidation de plus en plus répandue en Belgique des pratiques qui revendiquent des conceptions holistiques de l'être humain. Il s'agira de comprendre pourquoi et comment Wéris est conçu par certains comme un espace sacralisé idéal pour s'investir dans une démarche de connaissance de soi et de l'autre, humain et non humain. Le paysage mégalithique de Wéris fait aujourd'hui l'objet d'une démarche de resémantisation, basée sur des conceptions qui lui accordent 3 caractéristiques principales. Donc, pour ceux qui se livrent aux pratiques que j'analyse, ce paysage est identifié comme un espace naturel sacré, un haut lieu d'énergie et l'œuvre d'anciens bâtisseurs qui avaient des connaissances autres sur leur environnement. Lorsque j'ai entendu que des notions telles que lieu d'énergie étaient employées pour décrire Wéris, j'ai immédiatement pensé aux cérémonies que j'avais observées à Stonehenge, à Karnak et aux pyramides précolombiennes mexicaines. Car les participants qui se livrent à ces pratiques là-bas emploient les mêmes termes pour caractériser certains sites archéologiques. Donc ces langages communs à propos des sites circulent de façon transnationale, traversant des frontières culturelles, linguistiques et géographiques. Ce genre de notions que vous entendez sur Wéris aujourd'hui a été conçu initialement dans un contexte éloigné, aux années 1960 aux États-Unis à l'occasion de plusieurs événements.
Notamment, la formulation aux années 1970 de la notion de Gaïa, qui postule que la Terre est un organisme vivant autorégulé, ainsi que l'apparition depuis les années 1960 d'une vaste littérature ésotérique en anglais comme en français à propos des lieux énergétiques de la planète. Aujourd'hui, les lieux d'anciens rituels tels que les mégalithes européens ou les cités précolombiennes sont constamment reconvertis en lieux de culte par ceux qui adhèrent à des spiritualités New Age et néo-païennes. Ces deux spiritualités, dont je suis sûre vous avez déjà entendu parler, même si très différentes, partagent des traits en commun. Par exemple, la valorisation des relations humaines avec une nature censée être enchantée, magique, pure, source de connaissances. Et aussi, c'est des spiritualités qui embrassent des cosmologies polythéistes et animistes. Leurs adeptes considèrent qu'ils partagent leur monde avec des êtres non humains, animés et inanimés, des pierres, des esprits, des animaux, des plantes, auxquels ils s'accordent des connaissances, des émotions et de la réflexivité. Au sein de leurs pratiques et croyances, ils s'intègrent des éléments éclectiques issus du folklore local, des traditions religieuses souvent étrangères, de l'écologie et de l'ésotérisme, pour n'en nommer que quelques exemples. Les pratiquants du néopaganisme associent les mégalithes spécifiquement non seulement au passé lointain, au moment présent et futur et à l'histoire de l'humanité, mais aussi à ce que signifie être humain. Ils considèrent que ces monuments ont été construits par des personnes dotées de connaissances autres sur la nature. C'est-à-dire que ces monuments étaient conçus en prenant en compte les énergies de la nature ou de la terre. De nos jours, cette idéologie néo-païenne mobilise un phénomène de sacralisation des monuments préhistoriques que j'ai observé dans de nombreux endroits. Par exemple, je montre dans la première figure une image sur la célébration néo-druidique des solstices d'été, un événement multitudinaire annuel qui réunit environ 10 000 personnes chaque 21 juin. Dans le deuxième, un exemple du marché florissant des cérémonies désignées comme mayas, qui sont très en vogue au sud du Mexique. Et la troisième, des stages néo-chamaniques dirigés pour les enfants à Huelis. Diverses problématiques associées à la sacralisation des sites archéologiques ont été analysées par les chercheurs depuis les années 1990, lorsque les recherches ethnographiques sur le renouveau des traditions païennes ont commencé à se développer. Dans cette liste, je montre quelques exemples de ces problématiques, des conflits entre les autorités, les scientifiques et les pratiquants, des tensions entre des pratiquants des différents groupes qui revendiquent leur idéologie, des paradoxes entre les discours des autorités touristiques et les discours des archéologues, des reformulations des connaissances scientifiques, des réinventions des discours sur les traces matérielles du passé. Il y a aussi l'usage des sites archéologiques pour revendiquer certaines identités. Il y a un développement très très grand dans le marché spirituel et la concurrence des prestataires de services qui proposent des stages, des cérémonies, des rituels sur plusieurs formules, un jour, 2 jours, une semaine. Il y a une pluralisation des pratiques aussi qui se rattache à plusieurs idéologies contemporaines. Il y a une transformation de l'espace, car les personnes qui font ces pratiques parfois laissent sur place des offrandes ou même de nouvelles structures. Donc, ils sont en train de faire une nouvelle stratigraphie du site. Il y a aussi parfois la dégradation de l'état de conservation de certains monuments. Ce n'est pas le cas partout, mais personnellement, j'ai eu la mauvaise chance d'observer plusieurs dégradations lors de mes enquêtes. Donc, des études menées en Europe montrent que les pratiquants se rassemblent sur ces sites pour mobiliser une variété de doctrines et de pratiques qui résultent principalement de l'intersection entre les mouvements ou les idéologies un peu écologistes et la tradition druidique réinventée. Parallèlement, les pratiquants ont reformulé des connaissances scientifiques sur ces lieux tout en les réinterprétant à travers des doctrines ésotériques et des discours holistiques.
Je suis sûre, et je profite qu'on a le docteur Toussaint ici, car j'ai entendu plusieurs personnes qui vous citent, mais ne vous citent pas. En fait, ils citent les travaux en reformulant toute l'idée, toute l'hypothèse de Wallis, pour les convertir dans un discours qui légitime peut-être la puissance énergétique du lieu. Et on a aussi les pratiques spirituelles. Bon, elles sont également produites un processus dynamique d'appropriation symbolique du passé qui prône une vision idéalisée des sociétés pré-chrétiennes tout en mélangeant des éléments provenant des mondes indigènes, d'identités ethniques diverses et d'idéologies ésotériques. Les personnes qui participent ont également revendiqué leur droit à utiliser ces lieux et parfois à les modifier physiquement, ce qui entraîne des conflits entre eux, les résidents locaux et les autorités en charge de la conservation du patrimoine culturel. La remarquable multiplicité et diversité de ces phénomènes, observables dans le monde entier, nous montre que nous sommes face à de nouvelles pratiques que j'appelle glocales, catalysées par les effets socioculturels des idéologies et des techniques spirituelles de plus en plus répandues dans nos sociétés. Pour certains, les pratiques issues du New Age et du néopaganisme offrent une sortie de la modernité et des religions institutionnalisées. Ces pratiques fonctionnent comme des réseaux mondiaux et transnationaux très hétérogènes, car elles adoptent simultanément des caractéristiques globales et locales. Cette localisation s'accompagne des quêtes individuelles et collectives de personnes qui sont en train de chercher des expériences qu'ils conçoivent comme magiques pour ancestrales, censées leur permettre une expérience de reconnexion à la nature et à eux-mêmes. Ce qui est très important aussi, c'est que ces pratiques sont fortement médiatisées par des grandes industries culturelles telles que le tourisme, les marchés, la littérature et les réseaux sociaux. Elles participent activement dans la transformation des interactions entre les sociétés contemporaines et les traces matérielles du passé. Malgré le scepticisme que ces pratiques sont susceptibles de soulever dans les domaines du fait religieux en Belgique, leur identification et problématisation de la part des chercheurs belges est loin d'être récente. Dès la fin des années 1980, un projet de recherche de l'ULB dirigé par Mme Morelli, qui nous accompagne ces jours-là, a mis en évidence la présence de nombreuses communautés adhérentes à divers nouveaux mouvements religieux dans la région de Bruxelles-Capitale. Quelques années après, vers la fin de 1980, l'Université catholique de Leuven a lancé un projet portant sur les nouvelles religions en Belgique. Les résultats ont indiqué qu'en dehors de Bruxelles, de la capitale, ces religions et spiritualités, souvent importées du Royaume-Uni et des États-Unis, avaient du mal à trouver leur place. Les faibles taux d'adhésion dans les restes du territoire national paraissaient répondre à l'ancrage de longue durée des traditions religieuses chrétiennes. Donc, avant l'année 2000, l'adhésion en Belgique à ce type de spiritualité, où les divans est une idée acéphale, a priori individualiste, était marginale. Néanmoins, je remarque que les tournants du millénaire étaient témoins des changements considérables dans les comportements religieux, particulièrement en région wallonne. C'est ce que met en évidence 3 enquêtes de l'Université catholique de Leuven, qui sont consacrés à des phénomènes très divers, par exemple de la géobiologie, une pratique de guérison énergétique qui est très en vogue, d'autre part des réseaux néo-chamaniques transnationaux qui relient la Wallonie et l'Amérique latine, en mobilisant des guérisseurs sud-américains qui se rendent par exemple dans une maison près de Liège pour diriger des stages visant au développement personnel. Enfin, il y a aussi des rassemblements d'adeptes de la sorcellerie contemporaine, on l'appelle Wicca, qui se tient aussi dans la campagne wallonne. Mes recherches postdoctorales sur la sacralisation contemporaine des sites mégalithiques m'ont conduit à Wallis, ce village rural situé dans le sud-ouest de la Wallonie. Wallis abrite le plus grand site mégalithique du pays et dans son état actuel, il comprend une quinzaine de pierres dressées ou menhirs et 2 salles couvertes bien conservées, à appeler dolmen.
Ces structures sont disséminées sur environ 8 km et parfois elles sont séparées par plusieurs centaines de mètres. À l'intérieur du village se trouve un petit musée et récemment, les archéologues ont découvert la localisation des nouveaux menhirs. Alors pourquoi ce village de 800 habitants environ est devenu une sorte de pôle pour les pratiques néo-païennes? Bon, depuis les années 2000, un marché spirituel spécialisé dans les pratiques holistiques a commencé à émerger en Wallonie sous la forme de retraites, de séminaires et d'autres événements collectifs auxquels participent des Belges francophones. Simultanément, le développement des industries touristiques dans la région a commencé à attirer des visiteurs flamands et des investisseurs financiers flamands, cherchant à développer un marché spirituel très similaire, je dirais même identique, pour répondre aux besoins des populations néerlandophones. Aujourd'hui, une partie considérable des maisons d'hôtes, des restaurants, des magasins que j'ai visités à Wéris appartient à des retraités flamands et néerlandais. Depuis une vingtaine d'années, Wéris est le scénario de ces cérémonies saisonnières menées par différents groupes, alors des groupes francophones et flamands. À la différence d'autres endroits, comme à Karnak ou à Stonehenge, où des pratiquants de différentes nationalités, groupes linguistiques et ethniques collaborent dans la mise en place des pratiques, je n'ai pas trouvé à Wéris, et ça va étonner personne, je n'ai pas trouvé de collaboration entre les pratiquants wallons et flamands. Vraiment, quand ils pratiquent, ils se divisent l'espace. On peut trouver dans un coin de Wéris un groupe et de l'autre côté un autre. Et ils ne vont pas se croiser. Les entretiens menés avec des archéologues, des responsables des musées, des habitants flamands, des visiteurs wallons indiquent que les premières cérémonies néo-païennes ont eu lieu à Wéris environ dans les années 1980. Et on a déjà vu une photo de certaines personnes qui s'autodésignent druides dans l'autre exposé. Donc, elle s'était dirigée par ces flamandes passionnés du néo-chamanisme qui s'est installée à Wéris et a commencé à organiser des rituels lors des solstices et des équinoxes. Vers l'année 2010, les archéologues ont commencé à trouver les offrandes ou des petites offrandes autour des mégalithes et un an plus tard, en 2011, une grande concentration de rubans est apparue dans les branches d'un arbre situé à côté d'un groupe de pierres dressées nommé les menhirs d'Opagne. Donc, c'est la première photo qu'on voit là. L'arbre alok, ou les arbres alok en général, sont une forme de dendrolatrie observée dans plusieurs régions de Belgique, de l'Espagne et de la Grèce, qui consiste à attacher des rubans aux branches ou au tronc d'un arbre spécifique afin de guérir une maladie. Mais les arbres alok, comme ceux que je montrerai dans les photos qu'on trouve à Wéris, ne sont pas associés à une tradition populaire spécifique ou même à un arbre spécifique. Leur présence répond plutôt à la localisation des mégalithes. Lorsque j'ai visité cet arbre alok, j'observais des rubans avec des inscriptions écrites comme des vœux ou des prières, la plupart en néerlandais, mais également certaines en français ou en anglais. La traduction que j'ai faite de certains messages a révélé leur signification, surtout ces messages en néerlandais. Ils avaient été laissés par des personnes souhaitant la guérison d'un proche ou leur réussite sentimentale et financière. Certains messages s'adressaient directement aux esprits de la nature. Aujourd'hui, à Wéris, cette pratique d'attacher des rubans aux arbres peut être observée dans les buissons situés à côté de nombreux mégalithes. C'est un peu comme comment ça s'appelle à Paris, sur les ponts, quand les gens mettent... Oui, on commence à les trouver un peu partout. Même à côté de la pierre Henna, dans l'arbre, je vois à chaque visite depuis 2 ans que ça augmente le nombre de rubans qu'on peut observer attachés. Donc, selon un archéologue que j'ai rencontré, la présence d'offrandes a remarquablement augmenté au cours des 6 premiers mois de l'année 2020 pendant la pandémie du Covid-19. Comme l'illustrent les photographies qui m'ont été partagées par un archéologue qui travaille sur les sites, qui dirige les fouilles sur les sites, Wéris est devenu à cette époque un lieu de pèlerinage. Les offrandes
comprenait des rubans avec des messages attachés aux arbres, des bougies dédiées à la Vierge Marie accompagnées des prières, des cercles faits des branches d'arbres situés près des mégalithes, ou un mélange de pierres avec des messages écrits et des bougies attachées par une corde. Au cours de l'année écoulée, ce type d'offrande a continué à apparaître, révélant un processus ininterrompu de sacralisation de l'espace. Au cours de mes visites, j'ai également observé plusieurs personnes qui touchaient les pierres dressées avec révérence, plaçant leurs paumes contre la surface des mégalithes pendant quelques minutes avant de repartir. En 2022 et 2023, j'ai rencontré des personnes impliquées dans la gestion et la protection du site mégalithique, des propriétaires d'entreprises touristiques et des pratiquants qui revendiquaient un lien personnel et spirituel avec ces lieux. L'un des premiers endroits que j'ai visités a été les musées. En 2022, j'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice avec qui j'ai discuté du profil des visiteurs qui viennent ici pour s'adonner à des pratiques spirituelles. Car tout au long de l'année, mais surtout pendant l'été, la directrice rencontre des personnes qui s'autodésignent comme chamans ou coachs spirituels. Et ils touchent souvent les pierres et les offrandes sous la forme de cercles de fleurs, de petits cailloux ou même des petits morceaux qu'ils, je ne vais pas dire arrachent des mégalithes, mais oui, ils le prennent des mégalithes pour faire des petits cercles et des branches de arbres. Outre une exposition d'objets archéologiques découverts lors des fouilles du site, les musées disposent d'un espace dédié aux interprétations alternatives de Wéris où les visiteurs peuvent trouver plusieurs affiches. C'est toute une salle où il y a des affiches avec des discours sur les propriétés énergétiques et guérisseuses des monuments mégalithiques. Plusieurs affiches exposent des informations sur les pratiques néo-païennes qui ont lieu aujourd'hui à Karnak et à Stonehenge au Royaume-Uni. Et ces deux lieux sont présentés sur les affiches comme les principaux sites sacrés qui sont actuellement utilisés comme des supports matériels de ces pratiques rituelles. La directrice m'a expliqué que la présence de ces affiches à l'intérieur du musée répondait aux attentes des visiteurs qu'ils reçoivent. Donc, ces affiches ne viennent pas d'ailleurs, c'est son équipe qui les a fait commander. Elle les a fait commander à son équipe. Évidemment, ce genre de discours alternatifs sur le passé à l'intérieur d'un endroit qui se désigne comme musée, car il dit musée à l'extérieur, n'est pas très apprécié, pas seulement pas apprécié par les scientifiques en charge de l'exploration archéologique du site, mais j'ai rencontré même certains habitants qui étaient un peu surpris de trouver des affiches, ou des visiteurs qui étaient surpris de trouver des affiches à l'intérieur, de ce type d'affiches à l'intérieur. Alors, ce n'est pas si rare de trouver des affiches sur des pratiques alternatives quand on a un site mégalithique. J'ai déjà observé ça à Stonehenge, quand on va au musée qui est près du Henge, du cercle, on trouve à l'intérieur du musée toute une salle qui a été demandée, je vais dire même exigée, par l'association, la Fédération druidique britannique, pour exposer leur interprétation de ce qu'ils appellent un temple druidique, ou les temples druidiques les plus importants pour eux. Donc, j'ai également rencontré, en dehors du musée, 3 couples de résidentes flamandes gérant des maisons d'hôtes pour qui la présentation des Wéris comme espace sacré et paysage spirituel ne pose pas de problème. C'est super intéressant quand on reste dans un endroit où on est logé à Wéris, dans une maison des hôtes. On va trouver partout dans la maison, même dans la salle des bains, des petits bouquins sur les espaces énergétiques et les lieux énergétiques de la planète. Il y a même un commerce qui a fait leur propre petit bouquin sur pourquoi Wéris est guérisseur et puissante. Pour les commerçantes flamandes que j'ai trouvé, les discours sur ces sujets, la sacralisation, les paysages spirituels, ne posent pas de problème et attirent un plus grand nombre de visiteurs dans la région. La seule plante que j'ai trouvée parmi les résidentes flamandes de Wéris est que l'information des affiches est disponible qu'en français. Pour un pratiquant wallon, j'ai eu la chance de trouver un pratiquant wallon et une personne aussi qui visite régulièrement les sites et qui m'ont dévoilé en fait qu'il y a des groupes néo-chamaniques flamandes qui parfois
tentent de privatiser certains mégalithes pour organiser leurs cérémonies, ce qui peut entraîner aussi des problèmes de gestion de l'espace et aussi de protection de ces monuments. À côté de ça, les pratiques spirituelles alternatives que j'ai observées s'inscrivent dans un contexte économique spécifique, un marché spirituel. Ce terme nous permet de plutôt désigner ces pratiques, comment elles sont conçues, comment elles sont présentées par des prestataires des services qui se font concurrence entre eux. D'après les données recueillies, aucun des prestataires vit à Hueris. Leur présence est ponctuelle, à des dates précises où ils dirigent des cours, des séminaires et des cérémonies. La seule condition pour accéder aux pratiques est d'acquitter des frais fixés par chacun d'entre eux. Les personnes intéressées peuvent contacter nombreux de ces prestataires à travers des sites internet où elles peuvent choisir parmi une grande variété de pratiques qui se différencient par durée, le nombre de mégalithes à visiter, les cadres idéologiques. L'émergence de ces marchés à Hueris résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, parmi eux la présence du site mégalithique les plus grands et les mieux conservés de Belgique, le développement d'une industrie touristique régionale spécialisée dans les activités de nature et la présence intermittente des prestataires qui ont transformé ces mégalithes en biens symboliques. La sacralisation des Hueris est également associée à l'intérêt croissant des populations urbaines par l'ésotérisme et les religions indigènes. Dans le premier article qui a été publié sur ces phénomènes, c'est un article qui date de 2020 publié dans la revue Terre de Dourbouille, signé par l'historien Jérôme Crépin, on voit bien qu'il y a toute une... Hueris est constamment en fait visité par des gens qui font des cérémonies animistes pour se communiquer avec les esprits. Il y a des groupes de Reiki qui se rendent aussi régulièrement pour ressentir les énergies. Certains week-ends, des personnes originaires des Pays-Bas peuvent être observées autour d'un dolmen en train de jouer des tambours. Une fois par an, les membres d'une association de femmes maçonnerie organisent une cérémonie. Et même si certaines des pratiques que je viens de mentionner sont gratuites, organisées par des personnes qui ne demandent pas de rétribution financière, la plupart des ateliers que j'ai trouvés, toutes les pratiques que j'ai trouvées sur Internet sont payantes. Une enquête sur Internet a montré plusieurs sites de prestataires français et flamands qui proposent des expériences inspirées du néo-chamanisme. Certaines pratiques promettent une collaboration et une communication directe avec la terre-mère. D'autres proposent des pratiques corporelles comme des formes occidentales de yoga qui sont censées permettre aux participants de trouver leur vrai soi à Hueris. Le prix de ces pratiques va apparemment de 100 à 150 € par jour. Malheureusement, je ne comprends pas, je ne parle pas le flamand, donc j'ai mené des observations participant dans des pratiques proposées pour et par francophones. En revanche, j'ai eu la chance de mener des entretiens en anglais avec des pratiquants flamands. Pour mieux comprendre ce que ces pratiques impliquent pour les participants wallons, je vais illustrer rapidement une cérémonie néo-chamanique à laquelle j'ai assisté l'année dernière. Au début de l'année 2023, une personne qui s'identifie comme animiste, païen et chaman a proposé sur une page Facebook un événement pour célébrer l'équinoxe de printemps à Hueris. Elle a indiqué que l'événement était gratuit et ouvert à toute personne intéressée. Cette personne n'a pas fourni de programme ou de description de la célébration. Les jours indiqués, je suis arrivée sur le lieu de la rencontre, qui était la pierre Hénin. J'ai trouvé là un homme avec une tenue très colorée et un tambour chamanique. 6 autres personnes nous ont rejoints, entre eux une femme qui portait un tambour. L'organisateur nous a demandé de nous rassembler en cercle et nous a brièvement expliqué l'objectif de cette rencontre en indiquant qu'on allait visiter une roue médecine située à proximité et qu'à notre tour, nous pourrions allumer un feu sacré et faire quelques offrandes à une entité qu'il a désignée comme notre grand-mère Hueris. Après avoir fourni ces brefs discours, l'organisateur a signalé le début d'un sentier très étroit qui traversait la forêt.
Nous avons commencé à marcher sur les sentiers, on était environ 8 personnes derrière lui. Après avoir parcouru 50 mètres, il s'est arrêté et indiqué la présence d'une structure que je montre dans la photo d'environ 5 mètres de diamètre située à côté du sentier. Donc c'est une roue de médecine assez grande. À l'origine, une roue médecine, comme c'est montré dans la photo, est un repère sacré utilisé par les groupes amérindiens pour la guérison. Il se compose d'un cercle central ou d'un amas de pierres entouré d'un anneau extérieur de pierre, ainsi que des lignes de pierre rayonnant à partir du centre. La roue que nous avons trouvée ces jours-là était, selon l'organisateur, construite avant 1980. Elle était propre, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent régulièrement la nettoyer, ce qui suggère qu'elle est constamment utilisée pour des cérémonies. Les arbres entourant cette roue contenaient des offrandes sous la forme de plumes d'oiseaux attachés. Donc la première partie de cette cérémonie chamanique consistait à réaliser un rituel à l'intérieur de ce cercle. Après avoir demandé la permission de l'organisateur, un participant a commencé à jouer son tambour en utilisant un rythme répétitif qui commençait lentement, puis augmentait progressivement en intensité. Au bout de quelques minutes, la personne a été suivie par l'organisateur qui portait lui-même également un tambour et a commencé à copier son rythme. Ils sont les deux ensuite fermés les yeux et nous avons fait tous de même. Quelques secondes ont passé jusqu'à ce que j'entende la voix d'un participant masculin qui a commencé à chanter une mélodie à un rythme irrégulier en prononçant des mots inintelligibles. Je dirais même qu'il était en train de copier un chant Lakota ou un groupe amérindien un peu similaire. La mélodie s'est poursuivie pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que les voix s'arrêtent progressivement. Nous sommes restés en silence, les yeux fermés, pendant quelques minutes supplémentaires. Lorsque nous avons ouvert les yeux, l'organisateur nous a invités à commencer la deuxième partie de la cérémonie, faire un feu, selon lui, sacré. Les femmes nous sommes chargées de la construction de ce feu. Pendant ce temps, les hommes ont ramassé du bois dans la forêt environnante. Donc c'était vraiment très genré, la division du travail lors de cette cérémonie. Une fois le feu allumé, l'organisateur a sorti de son sac à dos 4 tissus de coton de couleurs différentes, violet, blanc, noir et jaune. Il nous a dit qu'il savait ces 4 couleurs des significations très différentes, encore une fois, pour les Indiens Lakota qu'il citait, il citait à répétition. Donc, il nous a dit de choisir une couleur, de couper un long chiffon, et il nous a montré comment l'attacher à un arbre situé à quelques mètres de la pierre henna. Puis, il nous a dit de nous rassembler en cercle autour du feu et il a commencé à jouer son tambour pour honorer ceux qu'il a désignés comme nos ancêtres et les esprits du lieu. Donc, la cérémonie que j'ai décrite très brièvement nous montre la manière comme les participants développent ces stratégies pour élaborer consciemment de nouveaux rituels ou réinterpréter, transformer des rituels existants. Les traditions inventées, la revitalisation des pratiques anciennes sont intrinsèques à ces représentations, car les rituels néo-chamaniques, comme ceux que j'ai observés, sont forgés généralement à partir des morceaux des pratiques occidentales et parfois indigènes. Des pratiques comme celles que j'observais à Wéris mobilisent une esthétique et des modes de représentation caractérisés par la juxtaposition idiosyncratique et inattendue d'éléments hétérogènes. Les pratiquants offrent également des discours, l'organisateur l'a fait souvent, des discours pour légitimer ce qu'il était en train de faire en le présentant comme indigène, authentique, ou ça c'est une pratique pour mieux se connecter au monde naturel. Prenons par exemple aussi la présence des tambours chamaniques dont la mélodie était utilisée pour convoquer ce qu'ils désignaient comme les esprits de la nature, ou les interactions que l'organisateur avec des êtres inanimés tels que la Grande-Mère Wéris. Ces deux éléments s'inspirent des cosmologies indigènes concernant la personnalité des êtres non humains et leurs relations généalogiques avec les humains. C'est pourquoi le néo-chamanisme constitue une autre forme de consommation de l'altérité et de l'exotisme.
les participants s'approprient et reformulent des pratiques issues des cultures très éloignées dans le temps et dans l'espace. Les néo-chamanistes proposent également des traditions décontextualisées que les pratiquants présentent comme source de légitimité. Donc, cherchant à comprendre comment et pourquoi ces pratiques jouent un rôle si important dans la transformation identitaire et le cheminement spirituel de mes informateurs, j'ai mené des entretiens à la fin de la cérémonie. L'un des participants était un membre actif de plusieurs réseaux néo-chamaniques situés en Belgique et en France. Il m'a souligné l'importance des rencontres qu'il a eues avec des guérisseurs amérindiens en Wallonie. Ces expériences, même s'ils sont passés en Wallonie et même si cette personne n'a jamais quitté l'Europe pour visiter les indigènes des Plains, selon lui, les expériences, déjà le fait de connaître un Amérindien en Wallonie, c'était une caractéristique qui l'écartait de ce qu'il nommait les imposteurs, qui offrent régulièrement des stages à Wallis. Un autre participant a préféré répondre en partageant un souvenir d'enfance, déclarant que dès son plus jeune âge, il était une personne sensible, attirée par la nature, toujours curieuse de ses mystères. Ce qu'il apprécie le plus dans ces pratiques, c'est le sentiment d'appartenir à une communauté d'êtres vivants et de participer à des pratiques sans craindre les moqueries ou l'incompréhension. Enfin, un troisième participant a expliqué que le fait de participer impliquait l'adoption d'un nouveau mode de vie inspiré de ses rencontres avec des chamans en Amérique du Sud. Ça, c'était un participant qui a beaucoup voyagé au Pérou et au Mexique. Donc, il était aussi un avide lecteur de Mircea Eliade et de Carlos Castañeda, deux importants défenseurs du néo-chamanisme en tant que voie spirituelle accessible à tous. Cet informateur a beaucoup insisté sur son rejet par les religions institutionnalisées et les traditions monothéistes. De cette étude qu'on a faite, nous tirons les conclusions suivantes. La conversion d'un site archéologique tel que Hueris, un espace sacré, n'est pas un phénomène isolé détaché de son contexte socioculturel. Elle résulte d'hybridation entre traditions religieuses locales et globales, accompagne la montée des courants ésotériques, provoque des conflits entre acteurs du patrimoine, renforce les mouvements identitaires et consolide la présence des réseaux spirituels transnationaux, entre autres aspects. Les motifs qui apparemment attirent les individus vers ces mouvances spirituelles paraissent rappeler ceux auparavant identifiés par d'autres chercheurs dans le monde, surtout au Royaume-Uni. Car les pratiques mobilisées par ces spiritualités prennent l'idée d'un retour à une nature imprégnée de qualités spirituelles, où l'individu est susceptible de s'adonner de manière décomplexée à une démarche d'investissement personnel. En adoptant ces corpus de connaissances, nombreux se servent des mégalithes de Hueris comme d'espaces où ils peuvent déconstruire et reconstruire une identité individuelle ayant des racines à la fois locales et globales. En outre, comme l'illustrent les réponses des divers informateurs, les caractères sacrés de Hueris se perçoivent de manière très différente, parfois comme un fardeau, d'autres fois comme un réconfort, et dans certains cas comme un aimant à touristes. Les données collectées me permettent de suggérer que la conversion du site archéologique de Hueris en support matériel pour les pratiques néo-païennes est un phénomène qui a catalysé surtout sa modification spatiale, car les pratiquants sont en train de laisser des traces, parfois éphémères, comme les petites offrandes, ou pérennes, comme la roue de médecine construite dans les bois, qui modifieront substantiellement la stratographie du site et qui seront sans doute l'objet de discussions et d'interprétations de la part des archéologues du futur. Avant de finir, je veux remercier chaleureusement tous les informateurs qui m'ont soutenu au cours de cette enquête, qui m'ont partagé leur mémoire, leur photographie et même leur expérience pour pouvoir comprendre, pour mieux faire esquisser ce phénomène et comprendre l'impact qu'il a et qu'il aura surtout sur la présentation et les discours qu'on a sur cet espace. Merci beaucoup.